Alors maintenant, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, surtout d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Alors, que dirais-tu si tu devais te présenter? Alors, brièvement, je m'appelle Manon. Je suis avec les animaux donc depuis toute petite, au travers d'expériences personnelles surtout. Et donc j'ai naturellement décidé d'en faire mon métier par la suite. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis vraiment le collège, donc ça fait quand même quelques années. J'ai toujours su ce que je voulais faire, c'était évident, voilà, être auprès des animaux, travailler avec eux si possible. Et c'est plus tard que la notion de soin s'est vraiment développée. Donc j'avais envie de leur apporter un bien-être, Hmm. d'améliorer leur bien-être et éventuellement d'améliorer aussi leur relation avec leurs humains. Parce qu'il y a voilà, énormément d'attachement dans les relations homme-animal, mais parfois il y a des manques de compréhension aussi. Il y a des personnes qui aimeraient mieux comprendre leur animal, des animaux qui ont besoin de s'exprimer, qui ne savent pas toujours aussi comment le faire. Et cette dimension-là m'attirait énormément dans le soin également. Et donc, après le bac, très naturellement, je me suis orientée vers le métier d'ostéopathe pour les animaux. Donc pourquoi l'ostéopathie? Bien parce que c'est vraiment une médecine qui m'attirait. J'aimais le fait de travailler avec ses mains, déjà, première chose, de ne pas forcément utiliser de médicaments de manière automatique, Hmm. et ensuite d'avoir vraiment ce contact avec le corps, avec le toucher, avec la peau, un contact un peu privilégié qui me permettait vraiment d'entrer en résonance avec le corps de l'animal que j'avais sous les mains, pour ensuite améliorer ses fonctionnalités, son bien-être et son métabolisme. Et donc, j'ai réalisé ces études en 4 ans et j'ai été diplômée voilà, à la fin de ce cursus pour commencer à exercer. Ça fait quelques années maintenant. Ok. Bon, on va avoir l'occasion de pouvoir développer un peu tous ces aspects-là. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? Eh bien, déjà, ton contact qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé très intéressant tout ce que tu développes autour de l'humain, notamment, les différentes interviews que tu as proposées, que j'ai eu le temps un petit peu de regarder en amont. J'aimais beaucoup cette approche, en fait, de présenter eh bien, les humains, leur centre d'intérêt, leur travail, voilà, toutes leurs particularités. Et de mon côté, c'est vrai que je trouve intéressant de pouvoir communiquer sur ma profession. C'est une profession qui est encore un petit peu sous-développée, on va dire, qui est méconnue euh, par rapport aux animaux. L'ostéopathie humaine, à l'heure actuelle, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui font appel à des ostéopathes pour améliorer leur bien-être, justement, ou entretenir leur bien-être. Et c'est vrai qu'au niveau des animaux, on en parle depuis une dizaine d'années, et c'est encore un petit peu flou. Tout le monde ne sait pas exactement en quoi ça consiste et à quel moment on peut faire intervenir un ostéopathe et pour quel bénéfice surtout. Et donc c'est important pour moi de communiquer là-dessus afin de vraiment en faire quelque chose de complètement naturel, accessible à tout le monde, afin que les personnes qui en aient besoin puissent se retrouver là-dedans. Hmm. Du coup, c'est intéressant justement euh, cette part d'introduction un peu que tu donnes parce que du coup ça correspond bien un peu à ce petit préambule là que j'aimerais aussi un peu poser par rapport un peu à ces conditions d'interview et puis aussi pour s'adresser directement aux personnes qui vont regarder cette interview. Euh, il- euh, Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient questionner aussi notre rapport en fait actuel en fait avec l'animal en fait, quelle considération on a des animaux et c'est vrai que ça donne l'impression en fait que plus ça va et plus on a l'impression justement que euh, l'humain arrive peut-être à accéder davantage à cette part de sensibilité ou à ce que peut représenter l'animal pour ce qu'il est. Enfin, on a peut-être une vision un peu moins auto-centrée, quoi, tu vois, sur l'homme. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir, à travers la pratique que tu exerces, de re-questionner la dimension de l'animal. Qu'est-ce qu'est l'animal pour l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme pour l'animal? Oui. Et de replacer un peu le curseur sur une vision peut-être un peu plus égalitaire ou prendre en compte davantage, en tout cas,
cette parole au sens large du terme de l'animal. Je nous avais écrit un peu un petit préambule, alors qui est à destination surtout des personnes qui regarderont cette interview, parce que je te l'ai fait voir. J'aimerais le lire hein, pour vraiment bien Ouais. poser un peu les conditions de cette interview. Et puis après, bien évidemment, tu peux rebondir comme tu le souhaites. Alors je vais essayer de me relire parce que j'ai fait une petite écriture. Voilà, mais je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse un peu poser les bases de cette interview. Euh, donc normalement, hein, on part justement sur cette idée hein, de rester ouvert. Hein. C'est un peu ce qui est demandé hein, pour cette interview. De rester ouvert au-delà de ses croyances et de ses conceptions actuelles et d'écouter justement ce que cela peut provoquer du point de vue de l'émotion et de la réflexion, ton travail. Car c'est vrai qu'il y a une vision qui gouverne beaucoup au sein de nos sociétés postmodernes occidentales, c'est que l'être humain est en haut de la pyramide, au niveau de la fameuse chaîne alimentaire, sous-entendu en haut comme ça de l'évolution des espèces par l'acquisition de la conscience et du coup, entre guillemets, de sa domination sur Terre. Alors qu'en fait, tout ceci, ça reste quand même très relatif hein, quand on voit que des espèces animales existent depuis plus longtemps que nous et que notre conscience n'est pas tout le temps utilisée à bon escient, voire même certaines fois de manière assez particulière, comme la façon dont on peut encore chasser l'animal, comment on peut le tuer, et comment parfois justement on peut aussi le faire souffrir inutilement par pur sadisme. Euh, et aussi comment parfois on peut participer à son extinction. Ça reste quand même des points qui sont beaucoup d'actualité et qui touchent de plus en plus de gens aussi sur l'existence animale au pluriel, sur les conditions d'existence aussi et du rapport à l'être humain. Donc on peut voir hein, qu'il y a une vision très auto-centrée comme ça chez l'homme, où l'animal peut être vécu hein, comme un objet, quelque chose qui soit adressé à tenir en laisse, à habiller, à maquiller, pouponner. On peut vite beaucoup le personnifier sous nos traits d'être humain. Comme on peut visiter certains zoos et repartir déçu parce que les animaux ne se sont pas totalement montrés à nous, ou que tel ou tel animal n'a pas fait ses tours. Bon, je fais exprès de caricaturer parce que bien évidemment le but c'est pas de généraliser, mais c'est des choses, c'est des phénomènes que l'on peut voir, sur lesquels on peut vraiment aussi vite se consterner au niveau des réseaux sociaux, encore une fois. En tout cas, un rapport à l'animal qui peut vite être un objet de consommation parce que la viande que l'on achète, que l'on mange, sans se soucier forcément de savoir si le bout de viande que l'on mange est relié à un animal vivant, ou même savoir quoi on mange, quelle partie c'est relié de l'animal, ou dans quelles conditions l'animal a été alimenté, a été abattu. On voit toutes les vidéos qui sortent actuellement sur toutes les conditions d'abattage, les conditions d'élevage. Il y a plein de choses là-dessus. Et que ce n'est pas pour rien aussi que beaucoup de personnes se resensibilisent en fait sur leur mode d'alimentation, que beaucoup quittent ce mode carnivore, font le choix de devenir végétarien, voire même de pousser un peu plus la philosophie en devenant vegan. Tout ça, ça correspond un peu à une actualité sociale, mais on voit bien aussi que le, il peut y avoir encore une fois, alors c'est pas encore systématique, mais je dis bien parfois parce que ça peut être aussi un objet de consommation réel, comme sur un second plan, un objet de consommation qui peut être tout simplement utilisé pour son divertissement. Quand on voit par exemple certains propriétaires entre guillemets d'animaux qui font importer des animaux dits exotiques, qui n'ont pas du tout leur place en ville ou en appartement,
et donc du coup ça fait des dégâts. Des animaux même, les animaux entre guillemets les plus domestiqués, comme le chien ou le chat, ou pendant les périodes d'été, on va abandonner, des fois dans des conditions complètement désastreuses. Euh, on, on voit bien que finalement, le rapport à l'animal, parfois, peut être considéré comme un objet de plaisir, de convoitise, de curiosité, de fascination, et pas considérer forcément l'animal comme un sujet à part entière. Et la deuxième partie que je voulais un peu adresser, puis après tu me dis ce que tu en penses, c'est que justement, il y a ce constat-là qu'on peut faire de nos sociétés par rapport à ce rapport à l'animal, et en même temps, c'est ça qui pourrait permettre aussi aux gens qui regarderont cette interview de pouvoir rester aussi attentifs, ouverts par rapport à cette rencontre, c'est que d'une manière consciente ou non, on est quand même dans un rapport où l'être humain peut vite s'attacher aux animaux. Des fois, certains y voient plus un refuge rassurant qu'en restant auprès seulement des humains. Tu as des discours comme ça de personnes où l'être humain est une source de désillusion et que on préfère mille fois la compagnie des animaux pour, entre guillemets, leur innocence, leur pureté, le fait justement qu'ils ne blessent pas, qu'ils ne sadisent pas le rapport. Euh, et que même sans aller plus loin, il y a des propriétaires, entre guillemets, qui constatent justement une espèce d'hypersensibilité mutuelle avec leurs animaux, une espèce de reconnaissance de l'un pour l'autre. Euh, quand justement un des deux s'absente, quand un des deux est triste ou quand un des deux est malade, il y a comme ça quelque chose un peu de perméable, d'éprouver un peu dans le lien, quand il y a aussi une notion de danger. Et c'est que l'on reconnaît bien aussi que quelque part, il y a un langage interespèce, mais qui ne va pas souvent jusqu'à la reconnaissance en fait, d'un dialogue pleinement ouvert, car il y a aussi une certaine gêne, voire honte de dire bah, je parle avec mon animal, comme on pourrait dire je parle avec ma plante, alors que l'on sait tous que dès qu'il y a plus personne autour de nous, hein, qu'il n'y a plus de regard posé, on peut être capable de se comporter en termes de communication bah justement un peu plus au niveau de l'animal et faire passer des choses qui pourraient être justement considérées comme folles. Donc je trouvais intéressant de pointer ce préambule-là, où l'animal peut être vécu, tu vois, dans cette espèce d'ambiguïté, de cette espèce de contradiction. Et voilà, je trouvais intéressant d'introduire les choses de ce côté-là, pour que les personnes qui regarderont cette interview puissent vraiment mieux appréhender un peu de quoi il va être question. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais réagir là, par rapport à Oui. cette... Et donc justement, en effet, je suis assez d'accord avec cette introduction. On a d'un côté les animaux qui sont encore utilisés. Ouais. On a des notions voilà, qui peuvent être même vues de manière assez barbare au nom de l'art, des traditions, etc. Et de l'autre, des humains qui vont de plus en plus vers une recherche de l'animal pour accompagner leur quotidien. Donc on n'est pas dans une utilisation de l'animal, on est vraiment dans une reconnaissance de l'animal qui partage notre vie, envers lequel on a énormément donc, d'attachement, de respect, qui parfois presque peut être extrême, voilà, quand on commence à le personnifier complètement. Donc on ne reconnaît plus forcément son statut d'animal, mais on l'intègre parfaitement dans la famille, ce qui, très souvent leur convient quand même assez bien. Ils arrivent tout à fait à s'adapter à ce que l'on souhaite, et c'est très souvent en miroir avec leur caractère à eux et leur manière d'évoluer. Généralement, on dit qu'on ne choisit pas nos animaux par hasard. Lorsqu'on rencontre un chien, un chiot par exemple, qu'on choisit d'adopter, beaucoup de personnes vont parler du fameux coup de foudre, vraiment la sensation que c'est lui et pas un autre, et pourtant peut-être qu'il n'avait pas la couleur souhaitée, qu'il n'avait pas la race souhaitée, mais peu importe, quand on en est sûr, il y a quelque chose qui passe, qui fait que ok, on le choisit, on l'emmène à la maison. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a vraiment un lien qui se crée, quelque chose de très subtil, voilà, qu'on ne peut pas mesurer, qui passe entre l'homme et l'animal et qui leur permet de se reconnaître. Et à ce moment-là, il intègre le foyer et il y a un chemin qui va se faire ensemble. Donc il y a encore certes des animaux qui sont utilisés de nos jours, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de conscience des humains par rapport au regard des animaux qui par
partagent leur vie, notamment. Les animaux sauvages, c'est encore autre chose, notamment avec la chasse, etc. On a une vision qui est peut-être traditionnelle et ancienne de l'animal, qui n'a pas forcément évolué. Par contre, au niveau des animaux domestiques, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution et une recherche des humains d'apporter le maximum de bien-être à leur animal et d'enrichir leur relation, de le comprendre et d'être vraiment à son écoute. Donc je trouve que c'est quelque chose qui met beaucoup d'espoir, en tout cas, pour la vision de l'animal et du coup pour ses droits également au niveau de son bien-être, tout simplement. Oui, il y a beaucoup de choses aussi qui évoluent sur le plan international par rapport justement aux droits des animaux. Alors, malheureusement, c'est venu dans des temps où, parce qu'il y avait de plus en plus de médiatisation, justement, encore une fois, sur les conditions d'élevage, sur les conditions d'abattage, sur les actes de cruauté. Mais bon, les choses naissent de leur contraire, hein, il faut croire. Malheureusement, il faut toujours qu'il y ait des tragédies pour que justement on puisse sensibiliser davantage les politiques et puis l'opinion publique, parce que l'opinion publique, c'est aussi celle qui peut faire aussi bouger les mentalités. Et je crois que l'être humain a peut-être besoin d'aller vraiment au maximum, on va dire, de l'expérience, de la souffrance notamment, avant de réagir. Et je pense que ça passe justement par ces médias qui vont relater l'information, qui vont la rendre visible, pour qu'on se rende compte que peut-être que là, oui, en effet, ça va trop loin et on a besoin de réagir. Et justement, on se pose la question du droit des animaux parce que ça devient vital pour eux également. Donc peut-être qu'en effet, on passe vers des choses très difficiles avant d'évoluer, mais je crois que ça laisse quand même un espoir d'évolution qui est réel, qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt rassurant en fait finalement ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement le gros point de cruauté de l'être humain vis-à-vis de l'animal, peut-être qu'on l'a passé quoi, et que le virage actuellement... Ce serait à espérer. Est-ce qu'on peut faire plus cruel que ce que l'on a pu faire auprès des animaux? J'espère pas, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de changer. Voilà. Ça met du temps, ça demande du temps, de la persévérance, et puis des personnes qui s'engagent aussi à lutter pour les droits des animaux, certes, mais on n'en a jamais autant parlé, en tout cas, qu'à l'heure actuelle. Donc ça prouve quand même qu'il y a un éveil des consciences de ce côté-là. Oui, parce que finalement, ces véritables révolutions, c'est quand elles touchent tout le monde, enfin le plus grand nombre. C'est ça qui fait aussi évoluer l'espèce, entre guillemets, humaine. C'est justement, avec tous les réseaux sociaux qu'il peut y avoir, cette démocratisation, cette ouverture comme ça, des informations que l'on peut vite relayer, des pétitions qui ont pu être faites. C'est ça qui est intéressant, ce magma-là qui est en train de bouger. Les gens ne font pas recevoir que des informations, ils peuvent aussi la critiquer, la partager, émettre un point de vue différent et mobiliser aussi d'autres personnes. C'est intéressant d'être dans ce... Enfin, c'est intéressant de se rappeler qu'on est aussi dans ce mouvement-là, quoi. Même si dans le paradoxe, voilà, les gens peuvent vite être saturés d'informations, être saturés de vidéos aussi qui choquent, parce que voilà, il a fallu aussi montrer aussi certaines réalités par des vidéos, parce qu'effectivement, pour prouver que l'être humain pouvait être capable de certaines cruautés, c'est toujours ça aussi qui est très compliqué, hein, sur notamment toute l'actualité avec les conditions d'élevage et d'abattage. C'est-à-dire que tant que tu vois pas certaines vidéos, c'est difficile d'imaginer qu'il se passe ça, quoi. Oui, tout à fait. Bon, voilà, je pense qu'on on est rentré dans le sujet. Oui, alors, tu en as parlé, on va démarrer un petit peu là-dessus. Ça sera intéressant de voir justement un peu l'approche chronologique, un peu de ce qui t'a fait devenir ostéopathe, justement dans cette particularité de l'accompagnement homme-animal ou animal-homme. Donc tu pratiques l'ostéopathie et la communication animale donc depuis 3 ans à titre professionnel. Tu nous écrivais quand on commençait un petit peu nos prises de contact que l'alliance en fait de ces deux approches, l'ostéopathie et la communication animale, ces deux approches du vivant offrent pour toi une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale de l'animal, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le corps et l'esprit. Et justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler déjà en quoi consiste l'ostéopathie à la base, même si tu en as parlé un petit peu là,
Euh, mais comment tu l'as articulé justement avec le choix d'une spécialité qui est quand même pas rien, hein, c'est quand même très spécifique, l'ostéopathie animale. Mais pour toi, voilà, si tu peux rappeler un peu ou prendre le temps, en tout cas, d'approfondir un peu ces deux champs-là, et puis surtout comment tu les as articulés, quoi, comment c'est devenu un seul et même rouage, un seul et même bloc pour toi. Oui. Alors l'ostéopathie, donc c'est une médecine alternative qui a été découverte par Andrew Tyler Still aux États-Unis. Euh, c'est assez récent comme médecine et c'est vrai que ce qu'il a mis au point, c'est vraiment une écoute manuelle du corps. Donc il s'est rendu compte qu'avec ses mains, il pouvait vraiment se rendre compte de mouvements qui se passaient dans le corps, donc de mouvements profonds, donc au-delà de la respiration, du rythme cardiaque, des choses que on peut percevoir facilement. Il y avait vraiment des structures qui bougeaient entre elles et en fonction de leur état de santé, eh bien, elles allaient bouger différemment. Donc il s'est surtout intéressé au départ au mouvement entre les différents fluides du corps, les articulations, les os même, le mouvement intrinsèque de l'os. Et puis tout ce qui est organes, viscères, et la manière dont tout cela allait interférer dans le corps et du coup mettre un corps en état de santé ou en état de maladie. Et donc ce qu'il a souhaité en fait développer, c'est pouvoir pallier à ces états de maladie avec des manipulations assez simples en soi qu'il réalisait uniquement avec ses mains. Voilà, donc il a tâtonné pendant plusieurs années, il a ensuite enseigné sa méthode qui s'est transmise par la suite en fondant justement des instituts d'ostéopathie, donc sur l'humain bien entendu dans un premier temps. Et cette méthode-là a pu ensuite être placée sur les animaux car tout simplement nous sommes deux corps vivants, il y a énormément de similitudes entre notre fonctionnement et notre organisme. La chose principale qui change évidemment, c'est que nous sommes bipèdes et il est quadrupède, donc on va changer tout le centre de gravité. Toutefois, le squelette est le même au niveau des os, ainsi que tous les systèmes internes. Donc au niveau manipulation, on pouvait transposer à l'animal assez facilement, en s'adaptant bien sûr à sa mobilité articulaire propre et à sa locomotion. De mon côté, c'est vrai que l'ostéopathie, j'en avais très peu entendu parler pendant mes études scolaires. Et j'y ai eu affaire au milieu du collège, pour moi personnellement, dans un premier temps, par rapport à un souci de santé que j'avais développé, qui n'était pas explicable, c'était uniquement des douleurs au ventre, mais voilà, qui étaient très très intenses, et personne ne trouvait vraiment la cause. Et c'était quand même quelque chose d'assez handicapant, je ne pouvais plus aller à l'école, je passais des journées allongées dans mon lit à rien faire. Et donc ça devenait très difficile au quotidien, il fallait trouver une solution. Sous cachet, évidemment, il n'y avait pas d'évolution. À la radio, au scanner, etc., on n'avait rien trouvé non plus. Donc c'est vrai que voilà, j'étais un peu dans une impasse. Et en fait, c'est vrai que mes parents m'ont orientée vers l'ostéopathie. Ils ont entendu parler d'un ostéopathe du village. En désespoir de cause, ils ne connaissaient pas vraiment cette méthode, mais enfin, il fallait trouver une solution, donc ils m'y ont amenée. Et très vite, en 2 séances, j'ai eu un soulagement radical en fait. Et donc l'ostéopathe m'a expliqué que c'était surtout donc, au niveau viscéral, et que c'était un souci intestinal, donc lié au stress, à l'angoisse, etc. de l'école que j'avais à l'époque. Et donc c'était très ciblé sur l'intestin notamment. Et lui avait réalisé un travail, donc par ses mains uniquement, sur l'assouplissement, on va dire, de tout le système digestif. Ce qui a fait que très rapidement, j'avais plus cette sensation de nœud à l'estomac qui me clouait au lit. Donc déjà, c'était ma première rencontre avec l'ostéopathie et je me suis quand même dit waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment il a fait. Parce que certes, la séance avait duré 3/4 d'heure, il m'avait un petit peu mis les mains à droite à gauche, mais bon, à part ça, voilà, rien de spectaculaire en soi. Et donc, j'avais été très interpellée par le résultat et ce qui s'était passé. Donc ça, c'est la première rencontre avec l'ostéopathie. Et quelques années plus tard, j'ai fait venir un ostéopathe pour mon cheval.
Voilà, et c'est là que tout a commencé. Mmh. Qui avait une boiterie légère, c'était rien de catastrophique, mais même chose, le vétérinaire pouvait pas m'aider, j'avais pas de médicaments à lui administrer, à part des anti-inflammatoires, ce qui ne faisait pas passer l'inflammation. Voilà, ça durait le temps du traitement médicamenteux, puis dès qu'on l'arrêtait, ça revenait. Donc je n'avais pas de recours autre, jusqu'à ce que, même chose, on me parle d'un ostéopathe équin, du coup, qui faisait uniquement donc les chevaux et quelques chiens de temps en temps. Et du coup, je l'ai fait venir. Et même chose, j'ai eu le même émerveillement que ma première rencontre avec l'ostéopathie humaine, c'est-à-dire que la personne donc a vraiment pris le temps d'observer mon cheval en locomotion, et puis a posé ses mains, a réalisé quelques manipulations, en 3/4 d'heure, 1 heure, même chose. Alors c'est un peu plus impressionnant, on va dire, avec un cheval, parce qu'on voit l'animal qui est assez imposant, et Mmh. puis la personne qui fait quelques manipulations assez qui peuvent avoir une grande amplitude, et sans que l'animal ne tressaute ou ne marque aucun étonnement. Mmh. Donc c'est vrai que ça peut laisser perplexe. Et puis très rapidement, même chose, une amélioration qui m'a semblé assez magique du coup, par rapport au blocage qui s'était installé depuis plusieurs semaines. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, OK, ça fait 2 fois que je suis vraiment interpellée, que ça me parle. Donc c'est ça que je veux faire, c'est ça que je dois faire, parce que là, j'ai trouvé quelque chose qui résonne vraiment». Sachant que je souhaitais déjà m'orienter vers un métier de santé pour l'animal, donc j'avais en tête le vétérinaire, ce qui Mmh. semblait, voilà, la voie la plus tracée, celle du moins dont on parle le plus. Mmh. Et puis je me suis dit, par la suite, je vais tenter vétérinaire et ensuite je pourrais peut-être me spécialiser dans l'ostéopathie. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et il s'est trouvé qu'arrivée au lycée et en études du coup scientifiques, pour rentrer en vétérinaire, je me suis rendu compte de la charge du travail au niveau matière scientifique, sachant que je suis littéraire à 200%. Voilà, je n'ai aucune facilité avec les chiffres. Et je me suis rendu compte que je n'allais pas y arriver. Mmh. Au niveau charge de travail, ça me demandait tellement de bouleverser ma manière de réfléchir et mes capacités, que je me suis sentie incapable pour le coup Mmh. de rentrer en prépa scientifique pour ensuite passer en école vétérinaire. Et c'est au moment où j'étais justement en pleine tergiversation en me disant: «Mais mon Dieu, comment je vais faire? Alors ça veut dire que j'arriverai pas, il faut que je choisisse un autre métier». Eh bien, j'ai entendu parler des écoles d'ostéopathie animale qui s'ouvraient strictes, voilà, accessibles après le bac. Et donc je me suis dit: «C'est ma voie, je fonce». Et c'est ce Mmh. qui s'est passé.